Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro du Clubhouse, nouvelle semaine, nouveau week-end de BGL League et de PH. Ce week-end, il y a eu pas mal de choses, pas mal de rebondissements, pas mal d'agitation aussi, on le verra en promotion d'honneur. Puis on a un invité aujourd'hui, on est très content de l'avoir. Il nous vient de Pétange, Valentin Steinmetz. Bonjour. Salut. Valentin, comment ça va? Ça va bien, merci pour l'invitation. Content d'être là, j'espère. Bien sûr. En plus, t'as vu, on t'invite quand tu gagnes, on est sympa quand même. C'est ça, vous me mettez dans des bonnes conditions. Tendai, comment ça va? Ouais, ça va, le Barça a gagné, le Real a perdu, donc moi tout va bien quoi. Ils ont fait quoi, Nancy? Et Metz. Je préférais ne pas réagir. Lucas, comment ça va? Ça va super, l'OM a gagné son classique, donc j'ai vraiment passé un très bon dimanche. Toi, t'as tapé le canal et du coup, le match s'est arrêté à Ah ouais, ouais. C'est sur Amazon Prime par contre. Ouais, j'ai pas fait la visage. Donc on va parler de la promotion d'honneur d'entrée de jeu. Il y a eu un choc ce week-end. Begen, toujours invaincu, qui s'est imposé face à Auxerre 3-2. C'était un petit peu le match qu'on attendait. Begen, c'est la surprise qui continue, malgré un doublé d'Embarki, donc toujours invaincu, premier du classement. Auxerre, première défaite de la saison en revanche. Berbourg, qui s'est incliné face à Rodange. Alors là, Rodange, ça va plutôt bien. Ils étaient à 0 points, bon dernier du classement. Puis en une semaine, parce qu'ils ont joué mercredi, ils ont gagné 5-3 à Villars-la-Tour. Et là, ils gagnent 3-0. Donc ils ressortent la tête de l'eau. Ils sont 12e du classement. Dans le reste de résultats, ma mère qui s'est inclinée face à Bétambourg, Villars-la-Tour qui s'est imposé 3-2. Et puis, ce fameux match de Rumelange, on y vient. Rumelange qui s'est imposé 3-2 face à Médernard. Mais il y a eu de l'agitation du côté de Rumelange avec une bagarre qui a éclaté en fin de match. Alors, c'est un petit peu la confusion. On a regardé les images encore tout à l'heure. Bagarre entre les joueurs, les supporters, les joueurs qui sont rentrés sur la pelouse, les supporters qui sont rentrés sur la pelouse, les joueurs qui sont sortis de la pelouse. C'est un petit peu la confusion. Et puis, à la grande surprise générale, le match a repris. Alors déjà, les gars, est-ce qu'un match doit reprendre quand il se passe ce genre d'événement? Non, franchement, quand il peut y avoir des échauffourées entre joueurs, ça peut même en venir aux mains. Ça arrive. Mais quand les supporters sont mêlés, je pense que le match ne doit pas reprendre. Là, c'est en l'occurrence de ce qu'on a vu comme image des joueurs de Médernard qui n'étaient pas dans le groupe, qui sont rentrés sur la pelouse pour séparer et qui sont venus aux mains avec des supporters de Rumelange qui étaient sur le côté. Non, ça c'est parti trop loin. En fin de match comme ça, je pense pas qu'il fallait reprendre. Bon, maintenant ils ont repris, ils ont été au bout du temps réglementaire et puis voilà, il n'y a pas eu d'autres soucis. Donc voilà. C'est vrai que quand on revoit les images, on voit vraiment toute l'agitation qu'il y a et puis ensuite le match il reprend comme si de rien n'était. Je sais pas, Valentin, toi par exemple, si tu avais été sur la pelouse, est-ce que quand on est joueur, il aurait mis des patates dans tous les sens. Tu me connais bien. Et quand on est joueur, est-ce qu'on peut se sentir vraiment en insécurité quand il se passe ce genre d'événement? Est-ce que c'est facile de reprendre aussi? Franchement, c'est difficile pour moi de parler de ça parce que j'ai jamais vécu une situation comme celle-ci. J'ai pas suivi non plus les images du match de ce week-end, mais je pense que reprendre le match, ça doit être particulier. Après, je pense que s'ils ont repris, c'est peut-être vraiment que tous les esprits se sont vraiment calmés, mais c'est sûr que ça doit être particulier. Ouais, c'est parti dans tous les sens, mais bon, on verra ce que ça donne, s'il y a des joueurs aussi peut-être suspendus ou quoi. Je pense qu'il va y avoir du ménage qui va être fait, et il y a des joueurs qui vont rester à la maison pendant quelques week-ends. On passe à la BGL League avec, il y avait un match en ouverture vendredi soir. Un nouveau doublé pour Benny Brèche en tête du classement, 7 buts. Victoire 2-1 du Maristes Camerche face à Kergeng, qui malheureusement s'enfonce et reste dernier du classement, un seul point. Ça sent pas très bon pour nos amis de Kergeng. Pétange, qui s'est imposé face au Fola. Comment ça s'est passé, Valentin? Victoire 2-1. Victoire 2-1, c'était un match un peu particulier, au scénario un peu particulier, où il y a eu beaucoup de cartons rouges. Mais vu dans notre situation dans laquelle on est, le plus important c'était les 3 points, donc on est très content. C'est vrai que c'était agité un peu partout. Hein. Il y a eu aussi des rouges du côté de Niederkorn, Progrès-Strassen, victoire 2-0 et plusieurs cartons rouges. Dudelange-Differdange, le leader tenu une nouvelle fois en échec qui ralentit un petit peu, 2-2 à Dudelange. Lucas, comment c'était ce match? Est-ce que c'est un match nul logique et mérité pour Dudelange déjà? Logique et mérité, oui, sûrement. Après, Dudelange peut avoir des regrets parce qu'ils ont réussi à marquer par 2 fois dans ce match. Ils ont ouvert le score. Après, Differdange a marqué 2 buts de suite et du coup mené 2-1 et Hadji a égalisé. Maintenant, sur l'ensemble du match, je pense qu'il y a quand même 2 erreurs manifestes du gardien Enzo Esposito qui fait que Dudelange a encaissé 2 buts. Après, voilà, c'est un match où je voulais mettre en avant 2 individualités. Donc il y a Anglaro au milieu de terrain
le jeune qui vraiment a fait un bon match, qui montre du caractère, etc. Et qui est souvent juste. Et puis surtout devant, je pense que pour moi c'est le meilleur attaquant de BGL, c'est Samir Hadji. Franchement, il sait tout faire. Et c'est quelqu'un qui est souvent dans l'ombre, on n'en parle pas beaucoup, même si tout le monde sait que c'est un très bon joueur. Et vraiment, encore une fois, là contre Differdange, que ce soit dos au jeu, dans la percussion, etc., c'était vraiment un très bon match de sa part. Et ça doit faire plaisir d'avoir un coéquipier pareil sur le terrain. Bon, Differdange en tout cas qui reste leader, Dudelange qui est 9ème, milieu de tableau. Le Swift remonte à la 3ème place avec sa victoire face au Racing 2-1. On a noté également du côté de Rosport un nouveau but de Redekop, l'Allemand qui continue de briller. Puis on en vient à Chifflange. Tendai, tu étais du côté de Chifflange. Match nul 2-2 entre un petit peu les deux surprises de ce début de saison, Chifflange-Monderkange. Ouais, c'est ça, c'était les deux belles surprises de ce début de championnat et on était curieux de voir ce que ça allait donner. On a eu un match particulièrement animé avec d'abord une super entame de Monderkange qui a vraiment acculé Chifflange pendant 30 minutes. Et ça aurait pu être beaucoup plus sévère que 1-0 puisqu'Aïdara a quand même enchaîné les parades. Et puis il y a eu un fait de jeu sur lequel on pourra revenir qui a provoqué le coup franc de l'égalisation. Et ensuite une deuxième mi-temps que Chifflange domine clairement, passe devant et dans les dernières secondes une grosse erreur de communication entre le gardien et son défenseur donne le 2-2. Donc ça a été un match particulièrement animé sur les pelouses et puis il y a aussi eu forcément une petite polémique avec l'agression sur Jetou. Qui s'est quand même terminé par 4 dents cassées pour le joueur, qui a été envoyé à l'ambulance, avec l'ambulance très rapidement en urgence, et qui a débouché sur pas le moindre carton jaune pour la personne qui a fait la faute, et je pense que c'est quand même très inquiétant vis-à-vis de la santé des joueurs, quoi. Avant de revenir sur ce fait de jeu, je profite que Valentin soit là. Chifflange, vous les avez joués à la première journée, ça, si ma mémoire est bonne. 3 buts partout. Cette équipe, elle est vraiment surprenante. C'est un promu, mais qui a recruté quand même des joueurs d'expérience. Cette équipe, elle est vraiment dure à manœuvrer. Franchement, elle est dure à manœuvrer, et d'autant plus chez eux, je pense. Nous, c'était un peu la même entame, c'est qu'on pendant 20-30 minutes, on les a vraiment acculés, on mène 2-0 rapidement. Et puis elle a fait preuve de caractère, et même si on a réussi à reprendre 2 buts d'écart en menant 3-1 juste après la mi-temps, jusqu'au bout ils sont venus nous chercher, ils sont égalisés 3-3, mais je pense qu'heureusement qu'ils égalisent pas trop tôt, parce que peut-être qu'on aurait même eu peur en fin de match. Non, franchement, pour moi c'est tout sauf un promu. Quand on voit le 11 qu'ils alignent, ils ont beaucoup de joueurs d'expérience, Nakash, Kirsch, pour citer que, donc non, franchement c'est tout sauf un promu, et ils sont très durs à jouer, d'autant plus chez eux, franchement, je pense. Alors Tendai, tu as parlé de ce fait de jeu, c'est un petit peu le point commun. On va le voir avec ce qui s'est passé la semaine dernière pour Pétan, justement avec Arthur Abreu. Là, c'est Erwin Jetou qui donc perd des dents dans l'histoire. Arthur Abreu, c'était la cheville la semaine dernière. On a également Mehdi Kirsch qui a eu le nez cassé pendant cette rencontre. Est-ce que les joueurs ne sont pas assez protégés dans ce championnat? C'est le sentiment qu'on a de l'extérieur. Alors on peut parler évidemment aussi de l'arbitrage, des décisions. Là, il n'y a pas carton jaune sur cette action-là. La semaine dernière, il n'y a pas carton rouge sur la faute sur Arthur Abreu. On a le sentiment que les joueurs dans ce championnat ne sont finalement pas assez protégés. Je ne sais pas si toi qui es sur le terrain et qui es un joueur en plus au profil un petit peu créatif, est-ce que c'est le sentiment que tu as quand tu es sur le terrain? Franchement, quand Arthur était au sol la semaine dernière, c'est la conversation que j'ai eue avec l'arbitre. C'est qu'au d'un moment, nous, on sait qu'Arthur, c'est un des meilleurs joueurs du championnat, voire le meilleur joueur du championnat. Et on sait qu'il est ciblé par nos adversaires. Et en fait, le rôle des arbitres, c'est aussi de protéger les artistes, protéger les joueurs. Et voilà, Arthur, il est souvent ciblé de grosses fautes et très rarement sanctionné à leur juste valeur. Au final, voilà, nous, on a perdu Arthur pour plusieurs semaines, le moins possible, j'espère. Et le joueur s'en est tiré avec un simple carton jaune, comme s'il avait fait une faute pour couper une action. Et voilà, il s'en sort comme ça. Donc moi, je trouve que c'est malheureux, et il faut vraiment que les arbitres prennent conscience qu'il faut protéger les joueurs. Parce que le problème, c'est qu'en ne sanctionnant pas à sa juste valeur, les fautes comme ça, elles se reproduisent de week-end en week-end. Ouais, c'est exactement ça. Au final, le vrai problème, c'est quel message qu'est-ce que tu envoies aux joueurs, aux défenseurs, quand tu as Abreu qui prend un tacle vraiment très violent, qui va le mettre sur la touche pendant plusieurs semaines,
et qu'il n'y a pas de carton rouge. Là, on parle de J2, on parle du fait qu'il n'y a pas eu de carton jaune, mais pour moi, c'est même pas un débat de jaune. Pour moi, c'est rouge tous les jours quand tu amènes un mec à l'hôpital et qu'il a perdu 4 dents, que ce soit intentionnel ou non intentionnel, ça doit être rouge parce que tu dois envoyer le message au final que tu protèges les joueurs. Et quand ces situations se répètent et se répètent et se rèpètent et qu'au final, il n'y a pas une sanction à la juste valeur, tu te retrouves dans une situation, peut-être que les mecs ils vont commencer à se dire on peut y aller assez violemment puisqu'au final, on va prendre une petite remontrance, mais on sera quand même sur le terrain après ça. Puis d'y aller surtout dans ce cas précis avec le coude en avant, c'est quand même vachement dangereux et pas dans l'esprit du foot quoi, qui se voit avec les pieds. Sachant qu'Arthur, il me semble que la semaine d'avant, il avait pris un gros tampon, c'était à Rosport, et qui se lève, qui veut se faire un peu justice lui-même, qui prend du coup lui carton rouge. Oui, c'est sûr que. Tu vois, là, dans ce cas-là, à Rosport, l'arbitre, il y a le gros tacle qui est un attentat, l'arbitre laisse avantage. Ouais. Il laisse avantage et en fait il laisse l'opportunité à Arthur de vouloir se faire justice lui-même, de se relever. Si l'arbitre il coupe l'action, il arrive, il met carton rouge, il se met entre les joueurs, nous les joueurs on vient, on sait pas, c'est fini. Sauf qu'en laissant avantage, Arthur il se dit quoi? En fait le mec il aurait pu me casser la jambe et je pense que s'il a la jambe moi j'ai vu l'image, s'il a la jambe en appui, je pense qu'il peut lui casser la jambe à la vitesse où il arrive. Je pense qu'à Rosport le tacle est encore plus violent que le tacle qui est subi à Vils, même si Vils c'est très violent et au final l'arbitre laisse avantage. Donc c'est dire que voilà, et au final Arthur est sanctionné parce qu'il a un geste d'humeur derrière et au final il se blesse et en plus on perd pour un carton rouge. Donc je pense que faut le côté humain il est vraiment important. Il faut vraiment que les arbitres arrivent à analyser ces situations là pour pas que ça dégénère. On peut regretter parfois aussi le manque de pédagogie, mais là dans l'autre sens c'est le manque de sanctions qui est pointé du doigt. On a un défenseur un petit peu rugueux qui est avec nous. Qu'est-ce que tu penses toi Qu'est-ce que tu penses toi de tout ça? Je pense qu'il y a vraiment un souci de ce côté-là, au niveau de la protection des joueurs, et puis ça peut nuire aussi au spectacle et au championnat. Franchement, oui, je suis un peu de l'autre côté de la barrière, puisque je suis plutôt défenseur. Après, j'ai pris très peu de cartons rouges. Des cartons jaunes, j'en ai pris pour des tacles, etc. Il n'y a pas de souci, pour stopper une action. Après, j'ai jamais voulu être méchant, sauf dans de très rares situations, mais avec des personnes. C'est toi Rumelange là que j'ai vu non, c'était pas moi. J'étais non. Mais c'était voilà, je pense qu'il faut, tu peux pas aujourd'hui tacler comme ça s'est passé et ne pas prendre de carton rouge derrière. Moi personnellement, si demain je mets un tacle comme ça à un attaquant, même s'il est plus fort qui est plus fort que moi d'ailleurs, je vais vouloir l'arrêter bien sûr, mais pas en le fauchant comme ça. Jamais de la vie, je préfère lui tirer le maillot ou le pousser. Voilà, lui mettre un coup d'épaule un peu plus violent, mais là, tu nuis un peu à l'intégrité physique des joueurs, et ça, c'est la limite que même les défenseurs rugueux, que peut-être je peux être, moi personnellement, je veux pas la passer en tout cas, la limite là. Ouais, et puis tu parles de pédagogie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, si tu prends le match d'hier, après cet incident et après l'absence d'avertissement, voire de carton rouge, le match commence un peu à partir en couille parce que tu sens que la tension est montée et 10 minutes après, t'as une bagarre générale parce qu'il y a eu un tacle, encore une fois, qui était très très violent, qui aurait pu être sanctionné par un rouge, qui n'a pas été sanctionné par un rouge, tout le monde qui s'énerve, etc. Et le match, tu perds le contrôle du match. Et en ayant pris une bonne décision à ce moment-là, tu aurais eu 60 minutes à venir qui auraient été 1000 fois plus simples à gérer. Et donc c'est aussi, c'est peut-être pas de la pédagogie, mais c'est de la psychologie. Comprendre que si tu laisses passer ça, tout le monde va être influencé par ça. Et derrière, il y en a un qui va faire une très vilaine faute, il va dire non, mais pourquoi je prendrais rouge puisqu'il n'y a pas eu rouge là-bas, etc. Et tu crées une sorte de chaîne qui est super difficile à stopper pour reprendre le fil du match, quoi. Tu peux amener de la compensation aussi, involontaire et non intentionnelle, mais des fois c'est ce qui arrive aussi quand il y a une faute qui n'a pas été sifflée ou quoi. Après dans l'autre sens, ça compense. Mais du coup, pour vous, c'est quoi la solution pour vraiment améliorer ça? Est-ce qu'il doit y avoir peut-être, je sais pas moi, des réunions vraiment entre les arbitres et les joueurs? C'est du côté Est-ce que vous en avez beaucoup, pas des réunions avec les arbitres? Je sais que ça se fait dans d'autres pays, mais je crois pas. Franchement, en début de saison, il y a un arbitre qui est venu nous voir avant la première journée de championnat. Il nous a expliqué les nouvelles règles, aussi liées aussi aux règles qui ont changé par rapport à la constitution d'un groupe, les 18 joueurs, le banc, les 5 changements. Donc franchement, on a eu une réunion, c'était bien dans l'échange, on a pu aussi poser nos questions. Après, sur ça, je pense que c'est vraiment aux arbitres d'avoir plus de lucidité sur ces moments-là. Parce qu'on peut faire des réunions, tout ça, sur le moment, ils doivent prendre des décisions rapidement et il faut qu'ils essayent d'avoir le maximum de lucidité pour protéger. C'est toujours ça le plus important, protéger l'intégrité physique des joueurs.
Ouais, bon, on verra si ça s'améliore dans les semaines à venir. Ce serait intéressant en tout cas si on avait le responsable de l'arbitrage. On va essayer de le je crois que contacter c'est cet après-midi. On va essayer Charles de le Chac, je contacter crois cet que après-midi pour en savoir plus. ce serait intéressant d'avoir aussi l'autre point de vue. Bah, écoute, on va passer à toi, Valentin. On a préparé nos petites questions pour en savoir un petit peu plus. On ne te connaît pas énormément ici au Luxembourg. Ça fait pas longtemps que tu es arrivé, c'est seulement une saison. Alors, tu es né à Villefranche, tu es originaire de la région lyonnaise. Exactement. Alors, on en a discuté un petit peu tout à l'heure. Tu as évolué au centre de formation de l'Est Saint-Etienne. Mais tu es fan de l'Olympique Lyonnais, c'est assez particulier. C'est ça, c'est paradoxal, mais ouais, j'ai joué à Saint-Etienne jeune pendant 5 saisons, mais jusqu'à mes 13 ans. Mais c'est vrai que je suis originaire de la région lyonnaise et voilà, je suis supporter lyonnais. Tu le disais au centre de formation que tu es supporter lyonnais Je le disais, ça m'a chambré, peut-être que ça a dû me jouer des tours, je Ouais. sais pas, mais. C'est pour ça que je te oui. regardais. Ce serait une belle explication pour m'en sortir de dire ça aujourd'hui, mais non, c'était bon enfant. Mais tu as eu, du coup, tu as eu Saint-Etienne qui est venu te chercher, mais pas l'OL par exemple. Voilà, c'est ça, C'est... tout à fait. dommage. Mais en ayant joué longtemps dans ce club, j'y suis toujours attaché. Forcément, pour les derbies, je suis pour Lyon, mais sinon, le reste de l'année, je suis pour Saint-Etienne. Et maintenant, il n'y a plus trop de derbies, donc comme ça, c'est plus simple. On pourrait l'avoir l'année prochaine si ça continue sur ce rythme. Je pense que ouais, peut-être que Saint-Etienne va monter et que Lyon va descendre, du coup, ce sera ouais, c'est ce vrai. sera le On se problème. croisait. C'est ça. Comment t'es arrivé au Luxembourg? Parce que toi, tu as évolué du coup dans ta région, en National 3, en National 2. Comment il s'est fait ton recrutement et j'imagine que tu connaissais pas trop le Luxembourg aussi avant de venir ici? Non, franchement, je connaissais pas trop Luxembourg. J'avais un ami à moi à qui j'ai joué à Andrézieux en National 2 qui était passé par Pétange il y a 2 ou 3 ans avant que j'arrive. Ça s'était pas très bien passé pour lui, il était vite reparti. Mais franchement, je connaissais que par ce biais-là. Après ma venue ici, elle s'est faite de manière naturelle. J'ai fait une très bonne dernière saison en France, en National 3. Et voilà, mon profil est passé dans les mains du coach et je pense qu'il a accroché sur mon profil. On a vite été en contact, on a discuté et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et précisément, dans une interview que tu as fait pour Le Pays, tu as parlé du fait que tu pensais que tu allais peut-être, d'une certaine manière, plafonner dans les championnats français N3, N2, etc., dû un peu à ton profil. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça exactement? Qu'est-ce qu'ils pensent qui aurait été un frein pour pouvoir encore gravir des échelons? Déjà, quand je suis arrivé dans le monde senior et que voilà, je suis vite arrivé en N2, j'ai senti déjà que mon profil, je suis pas très grand, pas très costaud. Mes qualités, c'est la vision du jeu, technique, tout ça. On me mettait un peu sur le côté, on me mettait pas forcément à mon poste parce qu'on devait se dire il est peut-être pas assez athlétique, tout ça. Donc déjà, à ce moment-là, j'ai ressenti que mon profil pouvait être un frein. Après, même si on me mettait pas à mon poste, j'arrivais à performer pour au final arriver à ma position. Mais j'ai senti qu'avec mon profil en France, c'était pas vraiment ce qui était recherché. C'est un championnat qui n'est pas adapté à tes qualités? Moi, je pense que j'ai toutes les qualités pour y performer, mais je pense que les clubs n'auraient pas forcément confiance. En tout cas, dans mon expérience et après les saisons que j'ai réalisées, c'est le sentiment que j'avais. J'ai même eu des retours par rapport à mes agents, directeurs sportifs, tout ça, qui répondaient très bon joueur, vision du jeu excellent, tout ça, mais manque d'impact physique. Alors que je trouve ça malheureux. Justement, je pense qu'en plus que je suis quand même bon dans ce registre-là. Et puis quand tu as un temps d'avance, tu lis le jeu, tu peux aussi fuir tous les duels. Donc c'est ça que je voulais dire à travers cette interview-là. Mais en tout cas, je pense que j'ai toutes les qualités pour réussir à monter les échelons et à jouer dans les très bons championnats en France. Justement, tu es arrivé de la France, on sait que c'est un autre football ici. Comment ça s'est passé l'adaptation? Ça a été plutôt rapide? Tu as tout de suite performé ou tu as eu besoin d'un petit temps d'adaptation? J'ai eu besoin d'un petit temps d'adaptation. J'ai quand même réussi à performer rapidement, mais je sentais au fond de moi que j'avais quand même besoin d'adaptation. Ce qui m'a facilité les choses, c'est comment dire, le projet de jeu du coach, Ouais. voilà, qui est vraiment tourné vers le jeu, qui tactiquement est vraiment réglé et qui fait aussi que je touche énormément de ballons. Donc ça a vraiment facilité les choses et voilà, la confiance aussi que le staff, le club a mis en moi, ça m'a beaucoup aidé pour m'acclimater. Même si l'année dernière, on a eu un début de saison compliqué aussi, j'ai quand même réussi à performer rapidement. Et je pense vraiment que j'ai commencé vraiment à comprendre le championnat, les espaces, tout ça, vraiment à partir de la deuxième partie de saison où j'ai senti que j'avais passé un cap dans mon jeu. Qu'est-ce qui change en fait justement par rapport à la France et ce niveau N2 qui est quand même un très très bon niveau? Je pense que la différence, c'est la manière d'aborder les choses. Ici, je trouve qu'il y a plus ce côté allemand, dans le sens,
il faut marquer un but de plus que l'adversaire. En France, tu ressens plus la chose. Bon, déjà, on va rester à 0-0 et puis on verra ce qui se passe. Ce qui fait qu'il y a moins d'espace et peut-être moins de joueurs. Et ouais, franchement, c'est là que je verrai la plus grande différence. Je trouve que c'est un peu plus joueur ici. Après, peut-être que c'est mon point de vue parce qu'on a un coach aussi qui est tourné vers le jeu. Mais d'un point de vue général, même quand on voit les scores dans le championnat, tout ça, je pense que c'est vraiment la manière d'aborder les choses. Est-ce que tu as eu, est-ce que tu n'as pas eu plutôt, tu sais, ce truc de rester en France, peut-être faire, je sais pas, un club en National 1, un parcours en coupe, et essayer vraiment de poursuivre ta carrière, et peut-être avec le rêve de passer professionnel en France. Le fait de partir, tu n'as pas eu ce regret-là de ne pas vivre comme certains ont pu le vivre? Je pense à Clément Couturier qui a vécu une épopée en France avant de venir au Luxembourg. Si, bien sûr. Après, c'est vraiment une question d'opportunité. J'aurais pu, l'année où je signe ici à Pétange, j'aurais pu revenir en National 2 mais avec un meilleur statut. J'avais connu la National 2 mais en étant le petit jeune, tout ça, joueur de complément. Là, j'aurais pu revenir aussi en National 2 avec un plus gros statut et avoir cette vision-là que tu viens de dire. Mais franchement, quand cette opportunité elle est arrivée, jouer dans une première division, tu sais que si ça se passe bien, tu peux jouer des barrages européens, etc. C'est aussi quelque chose qui peut aller vite. Parcours en Coupe de France, c'est vrai que ça peut être incroyable, mais tu peux aussi te faire sortir par une Régionale 2. Et puis au final, voilà, tu as mis beaucoup de projets sur cette saison, sur cette épopée en Coupe de France. Au final, il n'y a rien. Donc, non, franchement, moi, quand l'opportunité Pétange est arrivée, entre revenir en National 2 ou signer ici dans une première division, la question était vite réglée pour moi. Et tu penses précisément qu'aujourd'hui, tu as plus de chances d'être repéré en BGL League ou plus de chances d'être repéré par exemple en National 2 voire National 1? Je pense qu'ici dans le championnat j'ai quand même réussi à me faire un nom, donc je pense qu'ici en BGL League les opportunités elles seront encore plus simples à avoir. Après je pense qu'en France je peux aussi avoir des opportunités, mais je suis pas fermé à la France. Je pense que aussi je parlais tout à l'heure de la vision allemande, je pense que c'est aussi un football qui pourrait me convenir, le belge aussi. Donc moi je pense que je peux vraiment à l'avenir aller dans un très bon championnat ici dans les frontières, mais pas forcément en France. Comment t'expliques que, voilà, on va revenir plus à cette saison précisément, donc tu as parlé du coach, voilà, ces principes de jeu, tu t'es bien intégré. Cette saison c'est plus compliqué pour vous. Comment t'expliques ce phénomène? Est-ce que c'est peut-être l'arrivée de nombreuses recrues qui fait que ça met du temps à se mettre en place? Déjà, si j'avais vraiment la réponse, je pense qu'on aurait. Tu la donnerais au coach, tu réglerais tous les problèmes. C'est ça, on aurait plus vite réagi, même si je pense qu'on est vraiment sur le bon chemin. Mais je pense que voilà, aussi on était attendu. La deuxième partie de saison, déjà on était attendu, on a eu des problèmes sur certains matchs. Là, voilà, on a un statut, on va dire. On est le dernier 4e du championnat. On a quand même affiché un peu nos ambitions. Donc c'est aussi une manière d'aborder les matchs différemment, que ce soit de manière collectivement, mais individuellement aussi. Donc voilà, je pense que voilà, il y a aussi beaucoup de recrues. Il faut que la mayonnaise elle prenne, que tout le monde comprenne vraiment là où on veut aller. Et puis on avait un très bon effectif l'année dernière en qualité. Je pense que cette année on l'a tout autant en qualité mais aussi en quantité. Donc voilà, il faut aussi un état d'esprit collectif, que tout le monde tire dans le même sens, peu importe qui on met sur le terrain, il faut que ça performe. Donc je pense que franchement on est sur le bon chemin. Ça va venir, mais il fallait une période d'adaptation. Les recrues sont arrivées aussi un peu tard. Le championnat avait repris aussi pour pas mal de recrues. Donc je pense que là maintenant, la victoire qu'on a eue ce week-end va nous faire du bien et on va pouvoir enfin lancer notre saison. Tu dis que vous étiez attendu. Quelle différence tu remarques entre ta première saison, sur le niveau du championnat je parle, ta première saison, et le championnat cette saison qui est, j'ai l'impression quand même un peu plus homogène, on voit aussi plus de surprises. Bon, Dudelange, on s'attendait à une saison plus compliquée, mais là on les voit 9e. On voit Monderkange, Chifflange être plutôt dans le haut du tableau. Comment tu juges toi le niveau de ce championnat par rapport à l'année dernière? Comme tu l'as dit, je trouve que c'est un peu plus homogène et tu te dis vraiment que n'importe qui peut perdre des points contre n'importe quelle équipe en fait. Si tu t'amuses le vendredi à faire les pronostics de la journée du week-end et que tu fais le point le dimanche soir, je pense que... C'est ce qu'on fait, mais on n'a pas souvent vu. Voilà, c'est ça. Un petit tacle, discrètement, comme ça. C'était bien placé, je trouve, mais non, franchement, si tu arrives déjà à avoir un bon résultat sur 2, c'est déjà pas mal. Ça veut dire vraiment que pour n'importe quelle équipe, aller chercher les points, c'est vraiment difficile. Les équipes sont mieux armées, je trouve, et aussi préparent mieux leur match, je trouve, tactiquement. On sent, en tout cas, moi personnellement, je sens que ils nous ont bien analysé, ils savent là où on veut aller et ils essaient de nous bloquer en fonction. Donc, ouais, je pense que le niveau du championnat, c'est ce que j'avais entendu déjà avant que j'arrive, il monte de chaque
d'année en année, mais moi je suis en train de le vivre actuellement et je trouve que c'est vraiment le cas. Bon, il y a un match déjà cette semaine, de nouveau mercredi, match en semaine. Qu'est-ce que ça fait de jouer plusieurs matchs comme ça? Est-ce qu'on se sent un peu comme les pros qui jouent tous les 3 jours Ouais, c'est ça. Après, moi personnellement, si je pouvais faire que des matchs, ça m'irait. Hein. Pas d'entraînement. Mais, non, j'aime bien m'entraîner, tout ça, mais c'est la compétition qu'on recherche, l'adrénaline. Et puis t'es impatient, à chaque fois que tu finis un match, t'es impatient d'être le suivant, surtout là qu'on vient de gagner. Donc on a vraiment faim de lancer une dynamique. Donc voilà, je suis très content. Physiquement, je pense que nous, on s'entraîne franchement dans des conditions optimales. Donc je pense que c'est pas un problème d'enchaîner les matchs tous les 3-4 jours. Donc voilà, impatient d'être mercredi soir sur le terrain et puis voilà. Quand vous jouez comme ça le samedi et que vous rejouez le mercredi, vous entraînez comment après? Là, on était off hier et puis là, on s'entraîne aujourd'hui, on s'entraîne demain. Voilà. En général, on a un jour de repos par semaine. D'habitude, le lendemain de match, on fait des crassages, donc on s'entraîne et c'est le J+2 où on est en repos. Mais là, étant donné que c'était dimanche, on est restés tous tranquilles en famille et voilà, on reprend l'entraînement cet après-midi. Et tu as parlé de la saison passée, vous avez terminé 4e, en effet, qui était une très belle surprise, et on a beaucoup entendu du côté de Pétange que l'objectif c'était de faire mieux. Donc est-ce qu'on peut en conclure que dans ce cas, l'objectif c'est la 3e place et donc une qualification européenne? Franchement, c'est ce que vous avez pu comprendre depuis le début de saison dans les discours qu'on a eu. Après, je pense que là, maintenant, vu la situation, il faut qu'on fasse preuve d'humilité. Ce qui a fait notre force aussi l'année dernière, ça vous embêtait, je pense, parce que vous pensiez que c'était la langue de bois, mais c'était la vérité. Franchement, maintenant, il faut qu'on voit match par match. Vraiment, c'est ça qui a fait notre force la saison passée. Peut-être qu'en regardant trop loin, on s'est peut-être un peu perdu aussi. On a peut-être oublié de jouer le moment présent. Donc là, franchement, là, on est tourné sur le match du Racing mercredi, et puis on sera tourné sur le suivant, et ainsi de suite. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut qu'on aborde toute la saison, en fait. J'en fais des cauchemars des matchs par match de Pétange. J'ai quelqu'un au téléphone, c'est match par match, j'en fais des cauchemars, j'en peux plus. Après, le match de coupe aussi, ça peut être aussi un bel objectif pour Pétange d'aller chercher cette coupe. L'an dernier, vous étiez pas loin quand même. Perdre en quart contre Dudelange, dans un match un peu fou. On a ouvert le score, c'était un match très très frustrant. Ouais. Je pense qu'on l'a tous encore en travers de la gorge, et c'est vrai que la coupe, ça peut être un objectif, sachant que quand on voit l'avantage qu'a le gagnant de la coupe sur le deuxième ou le troisième par rapport à son entrée en lice, il arrive au deuxième tour. C'est d'autant plus intéressant. Possibilité d'avoir une belle équipe, etc. Du coup, question piège, vous jouez qui en coupe, ouais. On joue Bissen. Ah, c'est beau. Oh, c'est pas mal. Ça va être pas mal, Bissen. Franchement, je connais pas, mais voilà, j'espère juste qu'on va se qualifier. Je crois qu'ils sont meilleurs que Lyon en ce moment. C'est pas difficile. Dernière question. Pronostic pour mercredi soir? On va voir si t'es bon au prono. Victoire de Pétange. Hein. Victoire Franchement, un clean sheet, ça ferait du bien. Un 2-0, ce serait parfait. Double time. Ce serait bien aussi, hein, mais plus passable. Je vais encore faire une phrase bateau. Hein. L'important, c'est l'équipe. L'important, c'est les 3 points. C'est ça. Arrêtez là-dessus, parce que là. C'est ça. Non, mais je suis peut-être un peu plus passeur. Je prends encore plus de plaisir, je pense, à faire une passe D, donc ce sera bien. Si on gagne et je fais une petite passe, ce sera parfait. Tiens, pour finir, un petit prono sur le champion. Qui c'est que tu vois remporter le championnat cette année? Moi, je vais dire Espérange. Hein. De toute façon, c'est le favori incontesté. Donc voilà, on verra. Et puis on verra qui peut se frotter à la lutte. Ouais. Ok, très bien. Puis on verra si Pétange est européen ou vainqueur de la coupe, peut-être. C'est ça, nous on regarde vraiment match par match. C'est ce qu'on retiendra de cette émission, match par match. Merci les gars, c'était cool, c'était intéressant. Merci d'être venus. Merci à vous pour l'invitation. Et puis quant à vous, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire des retours pour parler de l'arbitrage notamment et de nous dire ce qui vous a plu en commentaire. Et puis n'hésitez pas à partager l'émission également. Et puis on se retrouve en fin de semaine pour parler de la journée qui a eu lieu cette semaine, et puis de se projeter sur le week-end. Ciao, ciao. Ciao. Salut.